Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'infos sur Public Sénat avec les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télévisions locales de France et avec la presse quotidienne régionale, vous le savez, et TV5 Monde. Voilà, dans un instant, c'est le JT des territoires. À 8h, c'est notre invité politique dans Territoire d'Info. En direct sur ce plateau, c'est François Calfon, qui est membre de la direction collégiale du Parti Socialiste. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. Avant notre matinale spéciale, demain en direct d'Ajaccio avec Corse Matin, direction la Corse justement, où des milliers de manifestants ont défilé dans les rues d'Ajaccio ce samedi à l'appel des nationalistes corses. Retour sur les revendications des manifestants avec Quentin Calmet pour Public Sénat. C'est cette image que les nationalistes voulaient afficher samedi. Le cours Napoléon, principale artère d'Ajaccio, rempli de milliers de manifestants. Un moyen pour le leader autonomiste Gilles Simeoni de faire monter la pression sur le président de la République avant sa visite mardi. Vous savez que la semaine dernière, nous avions été reçus à Paris par le Premier ministre, entouré du ministre de l'Intérieur et de Mme Gouraud, le premier jour, par le président du Sénat le deuxième jour, et qu'au terme de ces 2 jours d'entretien, c'était une fin de non-recevoir pratiquement totale qui nous avait été opposée. Nous savions que si la position de l'État restait celle-là, on allait aller forcément vers une position d'impasse politique et de blocage, ce que nous ne voulons pas. Nous voulons le dialogue, nous voulons des perspectives politiques. Et donc aujourd'hui, nous avons mobilisé largement dans toute la Corse, de façon pacifique. Et je crois que c'est un message qui peut et qui doit être entendu, y compris par le président de la République. Le président de la République, ses manifestants avaient un message à lui adresser 1 mois et demi après la victoire des nationalistes aux élections territoriales. Qui prennent conscience de la réalité du terrain et qui nous écoutent un petit peu différemment et qui sortent un peu de son, comment dirais-je, de son approche un peu monolithique et jacobine de la société. Avec également des revendications très concrètes pour ces manifestants. Il faut que le gouvernement et l'État, quel qu'il soit, répondent favorablement à l'ensemble des demandes importantes pour le peuple corse, notamment la langue corse officielle, notamment le statut de résident, notamment un statut fiscal et surtout un élargissement des compétences vers un véritable statut d'autonomie à court terme. La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron. Sa visite ici mardi promet d'être particulièrement scrutée par les manifestants de samedi dernier. Et Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, sera notre invité demain matin en duplex, en direct d'Ajaccio. Emmanuel Macron arrive demain en Corse, vous le savez, accompagné de Gérard Collomb, Jacqueline Gouraud, la Madame Corse et Marlène Schiappa pour une visite très attendue sur l'île de Beauté. Et Oriane Mancini est en duplex et en direct d'Ajaccio. Bonjour Oriane. Bonjour Cyril, et oui, vous le disiez, visite très attendue, visite sensible aussi. Emmanuel Macron en est conscient. C'est pour ça qu'il a tenu à passer 2 jours entiers sur l'île. Et cette visite, elle se fera en 2 temps. Le temps de la commémoration d'abord, puisque demain matin, il rendra hommage au préfet Erignac, 20 ans jour pour jour après son assassinat. Il se rendra dans la rue où le préfet a perdu la vie pour inaugurer une place à sa mémoire. Un olivier en dessous duquel il est gravé sur le sol. Un homme, une place. Puis viendra le temps politique de cette visite et avec le succès de la manifestation de samedi, eh bien les nationalistes espèrent avoir poussé le chef de l'État à dialoguer directement avec eux. Et selon nos informations, une rencontre aura bien lieu entre Jean-Guy Talamone, Gilles Simeoni et Emmanuel Macron. Cette rencontre, elle est prévue demain soir à 20h. Et puis le temps fort de cette visite politique, ce sera le discours d'Emmanuel Macron mercredi après-midi à Bastia. Discours au cours duquel le chef de l'État devrait livrer sa vision politique de l'île. Discours d'autant plus attendu qu'Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé sur la question corse depuis son arrivée à l'Élysée. Et outre la pression de la rue samedi, une résolution a été votée dans la nuit de vendredi à samedi dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Résolution qui va
qui va être remise au chef de l'État lors de sa venue. Et cette résolution, eh bien, elle a été votée, amendée par les 6 élus macronistes de Lille. Certains y ont alors vu un message du chef de l'État, espoir douché hier en fin de matinée lorsque Christophe Castaner a dit que cette résolution et ce vote, eh bien, il ne correspondait pas à la position officielle de la République en marche et eh bien, que pour savoir ce qu'il en était de la vision politique d'Emmanuel Macron, il fallait se référer au discours que le chef de l'État a prononcé ici durant la campagne en avril dernier, ce discours de Fouriagne, discours qui avait séduit les nationalistes modérés à l'époque puisqu'il reconnaissait une très grande spécificité de la Corse et tous espèrent ici que pendant ces 2 jours, les actes du président Macron seront en adéquation avec son discours de candidat à la présidentielle. Voilà Oriane, et je vous retrouve demain en direct d'Ajaccio, je serai avec vous. Nous recevrons Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, qui sera notre invité avec Corse Matin et nos confrères de France 3. On continue ce journal des territoires. Les départements du 92, du 93, du 94 seront-ils absorbés dans le Grand Paris? Le Conseil de la métropole du Grand Paris s'est réuni vendredi dans le 7e arrondissement de Paris. Cette réunion est intervenue 2 jours après la fronde des présidents des départements qui s'étaient eux rassemblés pour protester contre le projet gouvernemental qui envisage de supprimer les départements de la Petite Couronne pour les fondre dans le Grand Paris. Patrick Ollier, le président de la métropole, a défendu sa vision pour ce territoire. Les détails avec Adèle Latour de Via Grand Paris. L'avenir de la métropole du Grand Paris est suspendu à la parole du président de la République. Emmanuel Macron doit en effet éclaircir plusieurs points qui divisent certains élus. Le premier, la suppression ou non des départements de la Petite Couronne. Ils seraient alors absorbés dans la métropole du Grand Paris. On a besoin de plus de simplicité, on a besoin de moins d'échelons, on a besoin de plus de mutualisation des responsabilités pour dépenser moins d'argent. Et ça, seule la métropole peut répondre à ces questions-là. Autre point à éclaircir, les contours exacts de la métropole. Son périmètre sera-t-il limité à Paris et au département de la Petite Couronne? Valérie Pécresse et de nombreux élus de la région souhaiteraient voir la métropole version 2 s'élargir à toute l'Île-de-France. Une idée illogique selon Patrick Ollier. Je souhaite que la métropole soit confirmée dans son existence aujourd'hui. Je répète, la zone dense continue. Toutes les métropoles du monde sont organisées pour gérer les problèmes de la densité. La zone dense continue qui pose des problèmes à la population. Après avoir repoussé à plusieurs reprises la prise de décision officielle, Emmanuel Macron devrait enfin trancher mi-février. Voilà, on part pour l'Occitanie où des parcelles de vignes sous l'eau pour nettoyer la terre. Pendant 5 semaines, les vignerons de Sérignan, dont les parcelles se situent à quelques pas de la Méditerranée, submergent leurs vignes d'eau douce. L'objectif, c'est de lessiver la terre et ainsi de chasser le sel dont elle est anormalement chargée. Ce système ancestral de submersion des vignes est renouvelé chaque année sur 175 hectares. Jérémy Cazot pour Via Occitanie. Une vague sur un chemin de campagne, des vignes à moitié submergées. On pourrait croire aux conséquences des intempéries, mais ici, cette inondation impressionnante est volontaire. Pendant 5 semaines, les vignerons dont les parcelles se situent à quelques pas de la Méditerranée submergent leurs vignes d'eau douce. L'objectif, lessiver la terre et ainsi chasser le sel dont elle est anormalement chargée. Le sel, un véritable fléau pour tous les viticulteurs du littoral. Quand j'ai fait les visites parcellaires en septembre, là, j'ai dit, mais ça c'est du sel. Le sel à la longue nous tue les souches. Hein. Au fur et à mesure, la première année on le voit sur la végétation, on le voit sur les feuilles. La végétation après devient de plus en plus faible. Et là vous avez un exemple, regardez, à comparer du reste. Et au fur et à mesure la souche elle meurt. Une mortalité en hausse ces dernières années, conséquence directe de l'augmentation du taux de salinité de l'eau de la rivière et des nappes phréatiques, un phénomène imputable à l'activité humaine. Ceci est dû principalement au pompage pour l'adduction d'eau potable, pour l'accroissement de la population. Entre 1987 et 2010, les pompages pour l'eau douce ont augmenté dans la rivière de 50%. C'est énorme, ça correspond tout à fait avec la période sur laquelle nous, on constate un accroissement de la salinité. Inquiets et en colère, les viticulteurs lancent un appel à l'aide aux institutions. Il faudra qu'on ait un seuil de fond qui permet de bloquer l'eau salée en bas de la rivière. Avec ce moyen-là, l'eau douce, les nappes phréatiques, au lieu d'être alimentées par de l'eau salée, seront alimentées par de l'eau douce.
Et pour combattre le sel envahissant, cette pompe fait encore ronronner ses moteurs aussi anciens que la méthode de submersion. Pour sauver leurs vignes et leur métier, les vignerons espèrent un jour ne plus avoir à transformer le paysage, à inonder les routes et à construire de tels barrages. On part pour la Meuse maintenant. Jérémy Bristuil est l'un des derniers artisans bijoutiers du territoire meusien. Installé à Verdun depuis 25 ans, il crée des pièces uniques et personnalisées ou transforme pour les moderniser des bijoux plus anciens, des bijoux qui sont porteurs d'une histoire et d'une valeur sentimentale et familiale. Et c'est bien cet aspect du métier qui lui tient particulièrement à cœur. Rencontre avec un passionné, un reportage de Gaël Tis pour Mirabel TV. Je suis sur une fabrication d'une commande pour la Saint-Valentin. C'est un jeune homme qui m'a commandé un petit bracelet. Donc là, c'est de l'argent qu'il m'a amené pour fondre. Avec quelques grammes d'or ou d'argent et de l'imagination, Jérémy Bristuil fait naître sous ses doigts des bijoux uniques et personnalisés. Nous allons dessiner ce fameux mot « sentiment ». Un mot choisi par son client et que Jérémy va ensuite finement ciseler dans cette pièce d'argent. Bien sûr, il ne faut pas se tromper, sinon il faut tout recommencer. Donc on s'applique. Un travail minutieux que Jérémy a découvert à l'âge de 22 ans. Très vite, il se passionne pour la création et se forme chez un artisan bijoutier avant de s'installer à son compte. Cela fait désormais 25 ans qu'il crée, répare, mais aussi transforme des bijoux anciens. Les bijoux des grands-parents va être fondu, et ça je l'affirme, c'est ici, tout se passe ici, avec leur métal. C'est-à-dire qu'en fait, le bijou de la grand-mère ou du grand-père est porté sous une autre forme. Mais sentimentalement, c'est quand même le métal de la famille. Ça ne bouge pas, ça reste dans la famille. Donc il y a ce côté un petit peu sentimental sur tout ça qui m'a donné envie de faire ça. D'avoir une empreinte dans une famille. Je fabrique des alliances. On se dira un jour, c'est le bijoutier de Verdun qui les a fait. Chacune des pièces qui passent entre ses mains est porteuse d'une histoire dont Jérémy est un peu le confident. Et c'est bien cette relation de confiance et de satisfaction du client qui l'attelle à l'ouvrage depuis tant d'années. Ce qui est important à dire, c'est que la création n'est pas plus chère. Les gens pensent que créer un bijou, c'est plus cher que de l'acheter. C'est totalement faux. La majorité des clientes, même si c'est de l'or, même si c'est des diamants et autres, on essaye de faire des bijoux qui vont être portés, que ce soit en jean, en robe, en soirée, avec des amis ou peu importe. C'est plus le bijou, le gros bijou apporté à l'occasion n'existe plus, pratiquement plus maintenant. En tout cas, moi, chez moi. Un beau bijou, c'est un bijou qui est porté et qui plaît. Et ce petit atelier, unique en son genre à Verdun, qui ne connaît ni les effets de mode, ni le travail en série, fonctionne plutôt bien. La création ou la modernisation de bijoux représente 60% de l'activité de cet artisan. Voilà, le journal des territoires continue dans un instant, c'est le Club de la Presse. À 8h, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est François Calfon, le membre de la direction collégiale du Parti Socialiste. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en province, on les regarde ensemble. On commence cette revue d'actualité de la presse quotidienne régionale avec Corse Matin, qui est notre partenaire. Demain, nous serons avec eux en direct d'Ajaccio pour une matinale spéciale dans les studios de France 3. Cette rédaction de Corse Matin est dirigée par Roger Antec. Et la une aujourd'hui, c'est Erignac, la déchirure, à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac. Et vous savez que le président de la République sera demain à Ajaccio. Pour le Télégramme de Brest, le premier procès de Salah Abdeslam, qui est appelé à comparaître ce lundi devant la justice belge pour répondre de la fusillade survenue à Bruxelles en mars 2016. Il s'agit du premier procès pour terrorisme du seul vivant du commando qui avait commis les attentats du 13 novembre 2015. Pour l'éco-républicain, c'est quel remède face aux déserts médicaux, un sujet qu'on connaît bien et qu'on traite souvent dans le JT des territoires. Et puis pour le courrier Picard, c'est petits ou gros indispensables hôpitaux, tandis que le CHU d'Amiens s'équipe de technologie dernier cri. Les petits hôpitaux souffrent et les patients ne veulent pas choisir. C'est à la une du courrier Picard, édition d'Amiens. Pour l'Ardennais, dont la rédaction en chef est assurée par Sébastien Lacroix, c'est le burn-out toujours pas reconnu. Les députés refusent de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. N'empêche que 12,6% des actifs seraient concernés, au premier rang desquels les femmes. Pour Ouest France, traitement de l'AVC, Rennes est à la pointe. C'est à la une du plus grand quotidien régional français. Et puis pour la dépêche du Midi, qui est dirigée par José Biosca, c'est la conquête de l'espace qui est relancée. Américains, Européens, Chinois, Indiens, Japonais. Cette année 2018, les projets à destination de la Lune, du Soleil ou de Mars ne manquent pas. Et la dépêche du Midi aujourd'hui fait le point sur ces projets. Pour le Midi Libre, dirigé par Philippe Palatte, c'est ces petites victoires qui défient le cancer.
Prévention, dépistage, survie, les progrès sont là. Mais la maladie fait toujours des ravages et c'est à la une du Midi Libre aujourd'hui. Pour la Provence, édition Marseille. Pourquoi Marseille cartonne ? Avec plus de 800 rendez-vous l'an dernier, l'activité congrès pèse la bagatelle de 350 millions d'euros. Aujourd'hui, la ville fait partie des références mondiales. Pourquoi Marseille cartonne à la une de la Provence ? Et puis, bien sûr, le préfet qui était assassiné à Ajaccio il y a 20 ans, Erignac, hommage et tension à la une de la Provence édition Marseille. Et je vous le redis, demain nous serons en direct d'Ajaccio avec Oriane Mancini, entre autres. Voilà, le club de la presse aujourd'hui. Samuel Rigaud, agence locale de presse, vous travaillez pour la PQR. Merci d'être là ce matin. Et Jean-Louis Picot qui dirige le cahier Écho du Parisien aujourd'hui en France, qui est aussi un titre de presse quotidienne régionale. On l'oublie souvent. Bonjour. Avec vous, Samuel Rigaud, les candidats LR dans le Val d'Oise et à Belfort se sont imposés dimanche lors de législatives face à leurs adversaires macronistes de La République En Marche. Antoine Savignat et Yann Boucard ont tous deux été élus au second tour dans le Val d'Oise et dans le territoire de Belfort. Alors une embellie pour LR ? Alors, embellie, oui, forcément, puisque 2 députés de plus, vu la cure d'amaigrissement qu'avait subi le groupe LR à l'Assemblée, c'est important pour eux. Il y a quand même 2 choses, me semble-t-il, à retenir. La première, c'est l'abstention, 75% et 80% respectivement, ce qui est quand même colossal. Voilà, on sait que les législatives partielles comme ça ont tendance à susciter l'abstentionnisme, mais c'est quand même énorme. Et la deuxième chose, c'est que il est peut-être sain et il est peut-être naturel qu'un parti comme LR retrouve des députés après la vague macroniste qui date maintenant de 8 mois. Je pense que ça ne va pas faire grand-chose au niveau des équilibres à l'Assemblée et on peut supposer que ce rééquilibrage va s'opérer dans un certain nombre d'élections qui s'annoncent parce que la vague macroniste n'arrivera qu'une fois. Jean-Louis Picot, est-ce que LR va devenir le premier opposant à Emmanuel Macron, du coup, mécaniquement ? C'est un peu tôt pour le dire, sans doute que oui, dans un premier temps. On parlera sans doute du Parti Socialiste tout à l'heure avec votre invité, mais c'est vrai que pour l'instant, à gauche, on cherche à se réorganiser. LR, c'est déjà fait en partie, puisqu'il y a déjà eu une première étape qui a été franchie. Maintenant, on attend la suite. Mais c'est vrai que quand on regarde cette élection, on peut se dire que les prochaines élections locales, notamment municipales, sont intéressantes parce que le mouvement En Marche, c'était un mouvement national. Il va se retrouver face à une gauche et une droite, pour le coup, qui sera reconstituée localement. Et c'est intéressant de voir comment, face à ces machines qui sont déjà en état de fonctionner, comment ça pourrait se traduire sur le terrain. Je pense que c'est intéressant de suivre de très près les municipales. Est-ce que Laurent Wauquiez va faire l'unité grâce à ça ? On a vu Valérie Pécresse qui a tweeté hier soir une remontée impressionnante cette semaine pour un excellent candidat défenseur du Val d'Oise, urbain et rural, a-t-elle tweeté. Est-ce que petit à petit, Laurent Wauquiez va réussir son pari de fédérer même Valérie Pécresse qui était mais Valérie Pécresse, visiblement en décalage avec lui. Elle connaît le job, donc elle sait que même la plus petite des victoires dans le contexte actuel pour les Républicains doit être revendiquée et c'est bien normal. Laurent Wauquiez, de tout ce qui transpire de la réorganisation et de la prise de pouvoir de Laurent Wauquiez, c'est quand même la brutalité, c'est quand même l'élimination des courants. Alors la seule ouverture dont on a entendu parler récemment, c'est la création d'un pôle du centre. Je pense que Laurent Wauquiez, bien qu'il fasse tout pour tirer son parti vers la droite, sait qu'une élection se gagne au centre. Ça a toujours été le cas. Ça a été le cas de manière éclatante avec Emmanuel Macron. Et il sait qu'à l'approche de certaines échéances, il aura besoin des centristes. Mais franchement, vu l'hémorragie au sein des Républicains et vu les inimitiés que suscite Laurent Wauquiez, la route est très très longue et ce ne sont pas 2 législatives partielles avec 20-25% de participation qui vont valider sa stratégie à ce stade, me semble-t-il. Alors, le territoire de Belfort, la victoire était attendue, mais c'est moins le cas dans le Val d'Oise. On ne pensait pas qu'il gagnerait, le candidat. Oui, mais je rejoins tout ce que disait Jean-Louis. C'est vraiment une question d'ancrage local, une question de maillage de territoire dont ne dispose pas la République En Marche, et ce qui est bien naturel. Et puis, il y a quelque chose quand même à noter et qu'il faudra surveiller, c'est que Édouard Philippe avait fait le déplacement. Il était venu soutenir le candidat, donc peser de son poids de Premier ministre, et ça n'a pas suffi. Alors, attention, heureusement pour eux qu'on est sous le régime du quinquennat, parce qu'effectivement, les élections intermédiaires vont être difficiles. Et encore une fois, c'est
probablement nécessaire qu'il y ait un rééquilibrage de l'offre politique en France. Il y a eu un séisme et maintenant les choses se remettent un petit peu en place. Donc on peut supposer que le Parti socialiste d'une part, les Républicains d'autre part, vont reprendre une place qu'ils occupaient quand même depuis des décennies et qui ne s'est pas évaporée comme ça. Et puis beaucoup de gens chez En Marche qui sont issus de la société civile et qui donc justement n'ont pas cette expérience d'aller au soutien des candidats ou d'être eux-mêmes d'ailleurs candidats lors de ces élections. Donc c'est vraiment à suivre. Alors Samuel Ribaud pointe la visite du Premier ministre qui est venu soutenir donc, le candidat. Est-ce qu'Édouard Philippe n'a pas une position un peu compliquée? Parce qu'il est venu soutenir le candidat de la République En Marche, mais il n'est pas lui-même adhérent à la République En Marche, il est Premier ministre, il n'est pas vraiment chef de la majorité, puisque voilà, il l'est, mais il n'appartient pas à un parti, et il va soutenir un candidat de la République En Marche contre son ancien parti, les Républicains. C'est quand même une situation compliquée, enfin très peu lisible en tout cas, Jean-Louis Picot. Il a répondu un petit peu là-dessus, je crois, ce week-end, en disant que, bah oui, il avait toujours pas sa carte, mais c'était une telle évidence, vu sa fonction aujourd'hui, que, a priori, il n'avait même pas à la prendre, parce que tout le monde savait à peu près où il se situait politiquement désormais. Ensuite, c'est vrai que on peut pas à la fois reprocher sur les dernières présidences que l'on a connues, la concurrence entre président, Premier ministre. On a connu Sarkozy, Fillon, on se souvient, après ça a été Valls, Hollande, etc. Et reprocher à un Premier ministre de dire: moi, je fais mon boulot, le patron, c'est le président de la République, moi, je suis pour appliquer les choses. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans cette ligne-là, qui cherchera pas à sortir des clous, qui joue pas sa carte personnelle à long terme. Après, il peut se passer plein de choses. Un quinquennat, ça peut être long. Mais pour l'instant, je crois que chacun est dans son rôle. Et Édouard Philippe fait attention, justement, à ne pas sortir des clous à ce niveau-là. C'est votre avis, Samuel Ribaud? Oui, en tout cas, ça souligne l'ampleur et le risque du pari personnel qui a été fait par Édouard Philippe, parce que effectivement, il se passe beaucoup de choses au cours d'un quinquennat. Si demain, Édouard Philippe sort pour une raison ou pour une autre, où va-t-il atterrir ? Où va-t-il atterrir? C'est une grande question. La République En Marche peut-être, mais que sera-t-elle à ce moment-là? On ne le sait pas. Les Républicains, bon, avec la prise de pouvoir de Laurent Wauquiez, ça paraît quand même assez difficile, même si en politique, on peut s'attendre à tout. Donc voilà, il fait le job, propre parti, peut-être? Pardon? Son propre parti. Honnêtement, il y en a tellement, et puis il n'a probablement pas l'ancrage suffisant. Après, on verra si son bilan de Premier ministre est en sa faveur. Il aura certainement des points de chute, puisqu'on lui ouvrira les bras, mais il y a quand même une notion de risque assez importante. Avec vous, Jean-Louis Picot, ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, ils travaillent en famille et ça leur réussit. Voilà. Ils ont repris, relancé ou créé une société et c'est à l'occasion du Salon des entrepreneurs qui démarre. Un coup de zoom sur ces patrons un peu particuliers quand même. Oui, le Salon des entrepreneurs qui fête ses 25 ans, donc il y a beaucoup de choses à raconter. Du 7 au 8 février. C'est ça, mercredi et jeudi prochain, Porte-Maillot à Paris. Donc on a décidé de choisir cet angle sur les entreprises familiales parce que ces gens à la fois avaient des choses à raconter sur l'évolution de l'entreprise depuis ces dernières décennies, puisque le patron Xavier Kergal du Salon des entrepreneurs le raconte lui-même. À l'époque, Salon des entrepreneurs, quand on était entrepreneur en France, on était dans le BTP, il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est les startups, enfin vraiment l'image et la diversité. Il dit pire que ça dans l'interview qu'il vous accorde. Il dit ça t'intéressait personne. Voilà. Alors bon, peut-être qu'il est un petit peu caricatural, mais tout de même. Donc on a choisi de s'adresser à ces entreprises familiales parce que justement, elles représentent à la fois, elles sont des témoins de cette évolution. Donc justement, on a Bonduelle qui est un peu l'inventeur des légumes en boîte à l'époque, au début du XXe siècle, même si l'entreprise avec une question intelligente, suis-je là parce que je le mérite ou parce que je suis héritier, dit Christophe Bonduelle dans l'interview. C'est une question qu'on peut se poser quand on est dans une entreprise familiale et qu'on la dirige. Merci papa. Voilà. Et après, on a aussi Wistiki. Alors là, rien à voir. C'est une start-up qui est dans les objets connectés, qui vous aide à retrouver vos clés quand vous les avez perdues grâce à une application. Donc, alors eux, ils sont, je pense qu'ils ont la trentaine, grand maximum. Ce sont 3 frères. Et donc là aussi, c'est intéressant de voir comment ils ont accordé leur spécialité les uns et les autres pour faire une entreprise performante, puisque Wistiki, il y a 5 ans de ça, moi je les avais vus il y a 3 ans, personne ne connaissait
connaissait. Aujourd'hui, c'est Stark qui design leurs objets. Les patrons du CAC 40 les suivent, les soutiennent financièrement. Ils sont tendance. Hein. Voilà, ils sont tendance. Mais ça montre toute la diversité des entreprises en France, sachant qu'on est sur une année très importante, puisque on a suivi le débat et les dispositions sur les lois à travail. Il y a aussi le pacte qui va arriver, hein, ce fameux plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. On attend de voir aussi les nouvelles mesures fiscales. Certaines ont déjà été mises en application. Donc ensuite, il faut voir de quelle façon ces entreprises qui se portent bien, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu 600 000 créations d'entreprises en France. Il y a Fragonard en aussi. 2017. Oui, les parfums Fragonard, tout à fait, qui se portent bien. On là transmettra, aussi. mais on ne vendra pas, hein, dit l'actuelle... Non, c'est une info, ouais. Elle dit, vous savez que Agnès Costa, c'est la présidente. Ouais. Alors c'est intéressant là aussi, parce que la cession d'entreprise, quand on change de patron, de propriétaire, c'est un des problèmes qu'on a en France aujourd'hui. Il y a beaucoup de créations d'entreprises, c'est ce que j'allais dire. Il y en a eu 600 000 rien qu'en 2017, c'est assez important. Mais plutôt parfois que de créer son entreprise et de partir de zéro, ça peut être intéressant de reprendre une entreprise déjà existante, sachant qu'une entreprise sur deux aujourd'hui en France n'arrive pas à trouver un repreneur, soit parce que les gens n'ont pas anticipé, soit il y a différentes circonstances qui font que c'est un problème aujourd'hui. Donc là aussi, ça peut être un axe économique intéressant. Alors je retiens une phrase jolie: l'amour entre nous fait la force de l'entreprise. Voilà, c'est avec ces deux frères qui est à la tête, vous le disiez, de Wistiki, Hugo Lussato qui dit ça, c'est amusant. Comme quoi l'amour et le business. Voilà, donc peuvent aller ensemble. Ils travaillent en famille et ça leur réussit. À la une du Parisien Écho, aujourd'hui le supplément Écho, dirigé par Jean-Louis Picot. Merci, on vous garde tous les deux, Samuel Ribaud, Jean-Louis Picot, pour le débrief de l'invité politique de 8h, qui est François Calfon, membre de la direction collégiale du Parti Socialiste, après la météo des territoires dans un instant, le temps qu'il fait en France et dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique, qu'on regarde ensemble. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.